Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo de cette playlist où je vais t'expliquer ce qu'est le free cash flow et surtout à quoi il sert. Donc en fait ces vidéos sont vraiment destinées aux personnes qui investissent en bourse, principalement en fait sur les entreprises individuelles. Si tu es investisseur, tu ne devrais en aucun cas investir sur des entreprises individuelles si tu ne regardes pas et ne comprends pas les fondamentaux des entreprises. Donc quand je parle des fondamentaux, c'est quoi? C'est regarder leur compte de résultat, leur bilan comptable, leur free cash flow. Et donc c'est pour cette raison que j'ai vraiment créé cette playlist pour te faire comprendre à quoi servent ces différents indicateurs en te proposant des cas très pratique et relativement simple à comprendre. Donc si tu n'as pas encore regardé les premières vidéos, je t'invite à le faire. Et donc du coup, on va directement commencer avec ces métriques que je vais te parler aujourd'hui, donc qui sont du coup le free cash flow. Donc free cash flow, c'est pour flux de trésorerie, donc qui soit opérationnel ou disponible, et ce que sont les marges sur le flux de trésorerie. Donc, voilà. Alors, le flux de trésorerie opérationnel, que nous on appellera FTO, c'est tout simplement en fait un indicateur financier qui va mesurer en fait les liquidités qui sont générées par une entreprise via en fait ses opérations commerciales. Donc quand on parle d'opérations commerciales, c'est aussi bien la vente de biens que de services. Et tout ça, c'est en excluant toutes les dépenses d'investissement et de financement. Alors maintenant, comment ça se calcule? Tu vas voir, c'est très simple. Il suffit de prendre le résultat net de l'entreprise auquel tu vas rajouter en fait la dépréciation et l'amortissement, ainsi que le changement du besoin en fonds de roulement. Donc si tu ne sais pas ce qu'est la dépréciation ou l'amortissement, je t'invite à aller regarder la précédente vidéo. Et maintenant, le changement en besoin en fonds de roulement, c'est quoi? Alors le BFR, c'est tout simplement les liquidités qui sont nécessaires en fait à l'entreprise au cours d'une année. Et donc il va se calculer en faisant la différence entre les actifs courants, donc ça va être les actifs court terme, et les passifs courants, donc les passifs court terme. Maintenant les actifs courants, de quoi ils sont composés? C'est tout simplement tout le cash que possède une entreprise sur ses comptes en banque, ainsi que tous ces investissements qu'on pourra qualifier de court terme, c'est-à-dire tous les investissements que l'entreprise pourrait revendre relativement vite. Ensuite, c'est quoi? C'est toutes les ventes à crédit, c'est-à-dire que l'entreprise a peut-être réalisé du coup un bien et elle l'a déjà vendu à un particulier ou une entreprise. Donc du coup, ce bien est déjà parti, elle ne le possède plus chez elle. Par contre, le particulier ou l'entreprise n'a peut-être pas encore payé. Donc c'est ce qu'on appelle la vente à crédit. Ensuite, il y a quoi? Il y a toutes les dépenses qui ont été payées en avance. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, on va dire qu'elle a besoin de matières premières pour réaliser ses biens. Et peut-être que l'entreprise a déjà payé en fait son fournisseur, mais la matière première n'est toujours pas arrivée. Donc ça, c'est ce qui correspond à toutes les dépenses payées en avance. Et il y a aussi en plus tout son inventaire, c'est-à-dire que l'entreprise, par exemple, a déjà fabriqué les biens, elle ne les a pas encore vendus. Donc par exemple, un Apple, elle a fabriqué des téléphones, ces téléphones sont dans ses inventaires, et ils sont en attente d'être achetés par des particuliers par exemple. Maintenant, les passifs courants, ça va être quoi? Ça va être principalement toutes les factures qui sont impayées des fournisseurs. Donc, en gros, c'est quoi? C'est vous. Si par exemple l'entreprise a besoin d'acheter de la matière première, peut-être que le fournisseur a déjà lui envoyé cette matière première, elle a déjà été reçue par l'entreprise, mais l'entreprise n'a toujours pas payé son fournisseur. Donc ça correspond à ça. En plus, il peut y avoir quoi? Des obligations fiscales, donc des impôts qu'elle aurait à payer à l'État. Tous les emprunts aussi court terme et la portion d'emprunt long terme, c'est-à-dire que par exemple une entreprise a peut-être décidé d'emprunter une quantité d'argent sur un an, donc dans ce cas-là ça va rentrer dans ses emprunts, mais aussi une entreprise a peut-être fait aussi des emprunts long terme. Mais si par exemple c'est un emprunt on va dire sur 10 ans, il y a quand même une partie sur les 10 ans, donc il y a juste 7 années de ces 10 ans qui doivent être inclus en fait dans ces passifs courants. Et ensuite, il y a quoi? Il y a tous les actifs qui sont loués. Donc, ça va être principalement en fait, les baux de location et toute la maintenance qui est associée à ces biens loués, à ces actifs loués, pardon. Maintenant, le flux de trésorerie disponible. En fait, ça va être quoi? C'est toujours lui aussi un indicateur financier qui va mesurer, donc, comme le flux de trésorerie opérationnel, donc les liquidités qui sont disponibles, mais après avoir pris en compte l'intégralité des dépenses.
Donc on comprend dedans les dépenses en capital. Donc lui, il va se calculer comment? Il va falloir prendre le flux de trésorerie opérationnel auquel on va soustraire toutes les dépenses en capital. Et vous, en tant qu'investisseur, votre but, ça va être vraiment de comprendre et de déterminer l'évolution de ce flux de trésorerie disponible. Donc en anglais, c'est le free cash flow. Et donc généralement, en fait, on va regarder cette évolution sur une période de minimum 5 ans, voire 10 ans pour les entreprises les plus cycliques. Et ce qu'on va vouloir, c'est que ce flux de trésorerie disponible soit en augmentation dans le temps. Et pourquoi en fait le flux de trésorerie disponible il est important? Parce qu'en fait c'est vraiment le sang de l'entreprise, c'est vraiment l'argent qui reste à l'entreprise pour pouvoir réaliser principalement 5 choses. Vous allez pouvoir dans un premier temps distribuer des dividendes à vos actionnaires. Vous allez pouvoir rembourser votre dette. Vous allez pouvoir réinvestir en vous-même. Vous allez pouvoir acquérir en fait de nouvelles entreprises et vous allez pouvoir racheter vos propres actions. Donc le flux de trésorerie disponible, c'est une des métriques les plus importantes lorsque vous essayez d'analyser une entreprise. Maintenant, la marge sur le flux de trésorerie disponible, c'est quoi? C'est un indicateur financier qui, lui, va mesurer la rentabilité d'une entreprise en évaluant le ratio entre le flux de trésorerie disponible et le chiffre d'affaires. Et donc, le résultat, lui, il s'exprimera en pourcentage. Donc, comment il se calcule? Très simple, vous prenez le flux de trésorerie disponible, vous le divisez par le chiffre d'affaires et vous le multipliez par 100. Et donc, plus la marge en fait sera importante, plus l'entreprise elle sera rentable. Et donc, comme pour la marge nette, en fait, le but, ça va être de comparer les différentes marges des entreprises qui sont dans un même secteur. Et plus la marge sera élevée, par rapport en fait à ses pairs, plus l'entreprise possédera ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Donc, maintenant, c'est peut-être un peu barbare tout ce que je viens de te dire, on va faire un cas très pratique. On va toujours reprendre la boulangerie de Bernard et Michel. Donc, au niveau des actifs courants, on va dire que cette boulangerie, elle a actuellement dans ses comptes en banque 25 000 euros de cash. Ça, c'est ce qu'elle a sur ses comptes courants. Elle a réalisé, on va dire, aussi quelques investissements court terme. Par exemple, je ne sais pas, elle a décidé de placer 5 000 euros en bourse, par exemple. Donc, c'est de l'argent qui peut être rapidement récupérable parce que acheter ou vendre des actions en bourse, ça se fait dans la journée. Donc, on les compte, c'est pour ça qu'on les compte dans les actifs courants. Elle a réalisé aussi des ventes à crédit. Par exemple, une association est venue voir la boulangerie et lui a demandé, 500 baguettes, par exemple. Et donc du coup, la boulangerie lui a fourni les 500 baguettes, mais l'association n'a toujours pas payé. Elle attendait en fait d'avoir son événement pour récupérer de l'argent afin de payer la boulangerie. Donc ça, c'est toutes les ventes à crédit. Ensuite, elle a réalisé des dépenses qu'elle a payées en avance. Donc, par exemple, Bernard, il avait besoin, lui, de farine, par exemple. Et donc, il a décidé, lui, d'acheter une grosse quantité de farine. Donc, il a payé, là, ici, 15 000 euros à son fournisseur de farine. Mais la farine n'est toujours pas encore arrivée dans la boulangerie. Donc ça, c'est toutes les dépenses payées en avance. Et il a dans ses inventaires 10 000 euros. Donc là, par exemple, c'est, il avait encore un peu de farine, un peu de levure. À l'instant T, il a peut-être aussi quelques baguettes qu'il a congelées, etc. par exemple. Et donc tout ceci correspond à 10 000 euros. Et donc l'ensemble de ce que vous voyez ici, ça correspond aux actifs courants. Et donc ça va représenter pour cette boulangerie 55 500 euros. Maintenant, pour ce qui est des passifs courants, ça va être quoi? Ça va être dans un premier temps toutes les factures impayées. Par exemple, ils ont voulu acheter de la levure. La levure est arrivée dans la boulangerie, mais le fournisseur n'a pas encore été payé. Donc ils ont acheté pour 600 euros de levure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les factures impayées. Ensuite, Bernard et Michel, ils sont en règle, ils n'ont pas d'obligation fiscale cette année à payer, ou du moins, ils l'ont déjà payé, donc on n'en parle plus. Ils ont aussi, en fait, un emprunt qu'ils ont réalisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, ils avaient eu besoin d'acheter différents équipements pour faire tourner la boulangerie, que ce soit un four, un réfrigérateur, un pétrin mélangeur, etc. Et donc, tous ces emprunts,
Donc c'est des emprunts qu'ils avaient réalisés sur 7 ans. Et donc sur les 7 ans, sur ces 30 000 euros, il va y avoir un septième de l'emprunt long terme qui va être mis dans les passifs courants puisqu'ils vont devoir être remboursés dans les 12 prochains mois. Et enfin, Bernard et Michel, eux, ils n'avaient pas acheté en fait leur propre local commercial, ils le louaient. Et donc du coup, ils ont à la fois tous les baux de location des 12 prochains mois, ainsi que tous les frais liés à la maintenance. Et donc tout ça, donc ce qui correspond, on a mis ici par exemple à 8 500 euros. Et donc l'ensemble ici des passifs courants est de 13 385 euros. Donc maintenant en fait, le changement, donc je les ai répertoriés ici. Le BFR, le besoin en fonds de roulement de l'année dernière, lui, était de 35 000 euros. Donc le BFR de cette année, c'est les actifs courants moins les passifs courants. Donc on prend les 55 500 euros moins les 13 385 euros. Donc rappelez-vous, c'est ce qu'on a calculé juste avant ici. Donc ça nous donne quoi en BFR ici? Ça nous donne 42 115 euros. Et donc le changement en besoin de fonds de roulement, ça va être le besoin en fonds de roulement qu'il y avait cette année, moins celui de l'année dernière. Donc du coup, on prend les 42 115 euros de cette année, moins par exemple, on va dire que l'année dernière, il y avait besoin de 35 000 euros, donc on est ici à 7 115 euros. Donc ça, c'est le changement en besoin de fonds de roulement, la différence entre cette année et l'année dernière. Et donc maintenant, pour calculer le flux de trésorerie opérationnel, donc on va reprendre le résultat net qu'on avait calculé à la vidéo précédente, auquel on va rajouter la dépréciation. Donc c'est la dépréciation liée au matériel. On va rajouter l'amortissement, mais là on avait dit qu'il n'y en avait pas pour cette boulangerie. Et on va rajouter le changement en besoin de fonds de roulement, donc les 7 115 euros qu'on avait calculé initialement. Et donc tout ça, ça va nous donner un flux de trésorerie opérationnel de 184 590 euros. Maintenant, pour calculer le flux de trésorerie disponible, c'est le flux de trésorerie opérationnel qu'on a calculé juste avant, auquel on va soustraire toutes les dépenses en capital. Donc les dépenses en capital, par exemple pour une boulangerie, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, on va dire qu'ils ont voulu acheter un véhicule pour faire de la vente à domicile ou vendre par exemple sur les marchés. Donc l'achat de ce véhicule, il va correspondre à 40 000 euros. En plus, comme on disait, ils avaient un local commercial qu'ils louaient, mais ça, ils n'en veulent plus. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est avoir leur propre local commercial. Donc on va dire qu'ils ont acheté une cellule commerciale pour 130 000 euros. Donc l'ensemble de ces dépenses en capital va correspondre cette année du coup à 170 000 euros. Et donc pour calculer le flux de trésorerie disponible, on va prendre le flux de trésorerie opérationnel, donc là les 184 590 euros, moins les dépenses en capital, les 170 000. Et donc ce qui va nous donner ici 14 950 euros. Et donc vraiment ces 14 950 euros, c'est vraiment l'argent qu'il reste à l'entreprise pour pouvoir réaliser les 5 choses que je vous ai évoquées auparavant. C'est-à-dire si elle veut distribuer des dividendes, si elle veut rembourser sa dette, si elle veut racheter ses propres actions, si elle veut réinvestir en elle-même, ou si elle veut acheter de nouvelles entreprises. Donc par exemple une autre boulangerie concurrente par exemple. Et donc maintenant, pour calculer la marge sur ce flux de trésorerie disponible, on va prendre le flux de trésorerie disponible qu'on divise par le chiffre d'affaires x 100, donc les 14 950 euros, divisé par les 475 000 euros de chiffre d'affaires initiaux, multiplié par 100, et ça nous donne 3,15%. Donc là, la marge sur le flux de trésorerie disponible, ou ce qu'on appelle plus communément en anglais la marge sur le free cash flow, va être de 3,15%, donc cette année. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris ce petit cours. Le but c'était vraiment d'être le plus compréhensif possible. Ce n'est peut-être pas forcément simple de comprendre tout ça. Si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas à la poser, c'est très important. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime, ciao!